De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et ce soir, nous avons quasiment l'équipe au grand complet. Miguel est présent. Bonsoir Miguel. Bonsoir à la population de la Guadeloupe. Ça va bien Miguel? Oui, je vais très bien, merci. T'es sûr? Oui, je sais pas quoi dire, si c'est heureusement ou malheureusement. Je suis en vie. Je trouve que c'est une bonne chose. C'est déjà pas mal. Nous avons également Yoël sur le plateau. Bonsoir Yoël. Bonsoir. Tu vas bien Yoël? Oui, ça va très... Enfin, ça aurait pu aller mieux. Hein. Ce week-end était très difficile. Je pense que la plupart des gens savent pourquoi. Donc... on va revenir dessus, parce que vous avez demandé quand même, vu ce qui s'est passé, à ce qu'on puisse en parler. Anthony est avec nous ce soir. Bonsoir Anthony. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va, moi ça va bien et toi? Ça va. Ça s'est bien passé le week-end pour toi? Oui, ou... moi très bien, moi, j'ai bien dormi franchement. T'as bien dormi? Pas comme certains. Ah ben c'était compliqué pour beaucoup de personnes clairement. Bonsoir Mayembe. Bonsoir, moi ça va très bien, je m'excuse juste déjà par rapport à ma mère parce que j'ai pas mis ma chemise et dans la voiture. Mais sinon ça va. Oui, c'est dans la voiture. Ok, on veut pas que tu marches en chemise. C'est dans la voiture, même j'aurai la caméra, c'est dans la voiture. Ok, bon. Voilà, bon. Mais sinon ça va très bien, bonne journée. Bonsoir Daryl, comment tu vas? Bonsoir Harold, bonsoir la Guadeloupe. Ça, toi c'était pas le top. Hein. Daryl Daryl m'a envoyé les vidéos pendant le week-end, Daryl était sous l'eau. Non, pas moi spécialement, mais j'ai un ami justement qui habite à Terrasson, lui... Ils se sont fait complètement inonder et tout. Il y avait même une famille qui était pas loin du fleuve et eux, l'eau est arrivée jusqu'au plafond. On n'a pas de fleuve. Ah oui, le canal, excuse-moi. Mais pour le coup, c'était un fleuve hein, pour moi. Hein, mais bref. Et de ça, ouais, c'est le Kilimanjaro. Et de ça, je me dis, j'espère que, en tout cas, au niveau de nos communes et tout, il y a des plans. Tu veux faire le débat avant le débat? Ah, mais... On laisse la surprise. Attends, 2 secondes. On va y arriver justement à ces inondations, puisque nous avons une invitée ce soir, Isabelle Laverie. Laverie, pardon. Oui, merci. Bonsoir Madame Laverie. Oui, bonsoir. Donc vous êtes ingénieur électronique, chef d'entreprise et membre du Blue Lion. Exactement. Et vous organisez le NFT Crypto Show. Oui, le Crypto NFT Show qui aura lieu ce samedi 7 mai à 20h aux Abîmes. Donc ce sera l'occasion de parler avec vous effectivement de ces nouveautés. Donc c'est NFT et c'est crypto, c'est encore très mal maîtrisé. C'est justement pour ça qu'on est là, pour justement... lutter, je dirais, contre l'électronisme. Donc, c'est cette illettrise numérique. Beaucoup de personnes ont tendance à, quand ils sont face aux mots déjà, ils rentrent presque en panique de dire, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne comprends rien, c'est mathématique, c'est ton domaine, ce n'est pas le mien. Donc, pas du tout. C'est quelque chose qui est à la portée de tous, comme... les jeunes, à un certain moment, ont commencé à changer la façon de parler. On était tous largués, et puis finalement, on s'y est mis, et puis voilà, quoi. Donc, c'est juste une question d'adaptation et de mise à jour. Et surtout de volonté d'y aller, en fait, tout simplement aussi. On en parlera donc un peu plus tard dans l'émission. On va commencer effectivement avec les inondations de ce week-end. En quelques heures à peine, les niveaux d'eau sont montés de façon très conséquente. Comme d'habitude, on est situé un peu sur l'agglomération pointoise. On a quand même 2 personnes, une personne qui est décédée, une personne qui est portée disparue. Donc ça fait un moment qu'elle est disparue. Donc on imagine que le bilan s'élève à 2 morts. Beaucoup de casses, beaucoup de véhicules en panne qui étaient sur la route, puisque l'alerte n'a été donnée finalement qu'à 4 heures du matin. Qu'est-ce que vous pensez effectivement? Comment vous avez vécu ces inondations ce week-end? Miguel. Alors, ma mère m'a dit de ne pas sortir. Et t'as dit ça quand? Le vendredi soir? C'est quand que je suis sorti là? Vendredi soir. Ah, tu es sorti quand même? Donc on t'a dit de ne pas sortir? Ma mère m'a dit de ne pas sortir et je suis sorti. On n'écoute pas maman? Habituellement, oui. Il était avec moi à la base. À la base, on est... Association de malfaiteurs. Donc c'est toi qui l'as engrainé. Parce qu'à la base, c'était Vigilant Jeune. Oui. Et de Vigilant Jeune, excusez-moi, mais quand il était Vigilant Jeune, je crois qu'il était 20h à peu près, 21h. Et durant toute la soirée, on voyait qu'il pleuvait. On n'était pas à Canal 10 justement, et en plus j'ai vu à la télé qu'on était juste en bas, c'était marqué qu'on était passé en Vigilant Jaune, donc oui. Ouais, mais c'était les 20h je crois. Ce jour-là, c'était la veille qu'on était allé sur le plateau. Ah, autant pour moi.
Ce qui m'a impressionné, c'est que de voir, on était pas loin de Jarry et tout, et à partir de 2 h du matin, on voyait que ça continue de pleuvoir, et sur le moment, on s'était dit, qu'est-ce qu'on fait? On reste là, en attendant que l'eau se calme, vu que ça c'était pas en train de monter près de nous. La meilleure des choses à faire, c'était d'attendre, mais vu que ça continuait et tout, on s'était dit, bon, ben, on va essayer de voir comment est l'état de la route. Et personnellement, j'ai dû voir au moins une trentaine de voitures d'ici jusqu'à Bainbridge qui sont tombées en panne, hein, qui sont entrées sous les eaux. Et c'était assez impressionnant de se dire que, ben attends, c'est à 2 h du matin qu'il y a déjà les fortes inondations et c'est à 4 h du matin que tu nous dis, bon, ben les gars, alerte rouge et tout. Enfin, David et moi, on n'a pas eu la même expérience. Hein, parce que Oui. moi, ma voiture était garée en Pointe-à-Pitre. Et lui, sa voiture, ben, c'est dans sa voiture qu'on était et on a été à Jarry. Et du coup, ben, pour éviter qu'il brave le danger, j'ai dû le quitter donc, et monter avec quelqu'un qui allait sur Pointe-à-Pitre. Et donc, mais fort heureusement, cette personne avait une voiture assez haute, on va dire type SUV. Et donc, du coup, on a pu passer. Après, moi, ben, j'ai essayé de passer. Quand je suis arrivé en face du marécage ou du marais qu'il y avait en face de moi, en plein Pointe-à-Pitre, j'ai fait marche arrière et j'ai pensé à ma maman qui m'a dit de ne pas sortir. Et donc, Déjà trop tard. oui, et donc du coup, je suis retourné là où j'étais. Et malheureusement, ben, j'ai dû dormir dans la voiture en attendant que ça se calme un petit peu. Dans un Donc, endroit. tu n'as pas bravé les intempéries? Ah tu as non, préféré- non. À World, tu as la maman qui. Tu as le message de la maman dans la tête là pour qu'elle puisse dire ouais, je l'avais dit de ne pas sortir. Non, à World. Et du coup, ben, quand ça s'est calmé, par contre là, ouais, j'ai bravé beaucoup de choses hein, à World. Moi, je ne sais pas si la police va m'arrêter après qu'il Non, dise ça. mais tout le monde était un peu Mais en mode sens on a roulé en interdit, contresens. Je crois que j'ai pris 1 heure pour sortir de Pointe-à-Pitre. Parce que j'ai pris des routes que je ne connaissais même pas. J'ai utilisé mon GPS, j'ai cherché les routes, quelle route qui croise quelle route, etc. Et puis finalement, j'ai réussi à sortir. Et puis, une fois arrivé à 500 mètres de chez moi, à Old, je ne sais pas pourquoi j'ai fait par là, mais bon, bref, j'ai pris un chemin qui était habituellement, qui est praticable en voiture, sauf qu'il était un peu argileux. Et du coup, je me suis embourbé, j'ai laissé la voiture là et je suis rentré chez moi pour dormir. Ok. Mais t'as pas eu de dégâts finalement? Non. Très bien. Tu vois, tu aurais dû écouter maman, tu serais tranquillement chez toi en train de dormir. La nuit se serait passée tranquille. Mais là, au moins, j'aurais une histoire à raconter à la maison. Ouais. Ok, tu vois toujours le positif, c'est pas mal. Comment ça s'est passé pour vous? Ben, tranquillement, hein, j'avoue que là où j'habite, l'eau est plutôt tout autour. Donc, il y a eu beaucoup de pluie. Donc, et comme j'aime bien la pluie, donc, ça me berce plutôt. Donc, ça a été. C'est vrai que le lendemain, par contre, pour aller ben, chez vous, du coup. Donc, quand on habite les grands fonds, ben, l'eau monte. C'est une cuvette, hein, les grands fonds. C'est voilà, Concrètement, on se trouve rapidement isolé et là, ben, la voiture devient 4x4, devient barque, devient tout. Il faut chercher les routes, sens de l'orientation pour savoir où est-ce qu'on va tomber, si on ne connaît pas la route à aller. Ce qui est génial, c'est la solidarité entre tout le monde, en fait, puisque du coup, on se parle. Où l'on passait, non, mais ne passez pas là. C'est l'occasion de se parler, effectivement. Là, effectivement, on trouve la Donc, télé. voilà, quoi. Non, mais ça a été... C'est plutôt le lendemain que ça a été épique, mais bon, sinon, ça a été... Et puis, bon, du côté de ma famille, ben, ma mère aussi s'est retrouvée un peu isolée. Pareil, l'eau a monté pas mal, mais il n'y a pas eu de dégâts. Est-ce que c'était plus que d'habitude ou comme d'habitude? Non, c'était comme d'habitude en fait, puisque malgré le fait qu'ils aient fait des travaux pour pouvoir soi-disant enlever l'eau, ça a pris pratiquement 1 an ou plus d'ailleurs pour faire ces travaux. Et malgré ça, l'eau continue de monter, quoi. Donc il y a un petit souci quelque part. Ouais. Voilà. C'est pas un petit, mais on a un très gros souci d'écoulement des eaux pluviales, mais je pense que tous les élus de toute façon sont conscients de ça. Il y a des règles très simples en termes de nature. Hein. L'eau va vers la mer. Donc toute l'eau qui tombe effectivement dans le bassin Grand Fond, Morne, l'eau, enfin partout par là, elle doit sortir effectivement en direction de la mer, donc elle va aller vers Gosier, ça coule vers Gosier, et une fois que les grands fonds sont bouchés, en fait, c'est fini. Tout le reste sera complètement inondé, et c'est comme ça tout le temps. Mayembe. Moi, du coup, j'étais au meeting de Kintiba à ce moment-là, donc déjà, c'était un très bon meeting, de parenthèse. Donc, du coup, moi, je n'ai pas vraiment vu.
comme j'étais sous l'appui avec mon parapluie, parce qu'il y avait beaucoup de monde durant le meeting, donc du coup, c'est ma mère qui allait sur Petit-Bon. Donc je lui ai dit de partir un peu plus tôt, parce que j'ai vu que, je me suis dit là, c'est sûr que l'eau va monter. Donc du coup, elle est partie un peu plus tôt. Et il y avait d'autres personnes aussi qui sont parties du coup. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que... Alors, peut-être que je fais un parallèle. Comme moi, je suis de Morne-à-l'Eau, et comme Morne-à-l'Eau, on va chercher des crabes et tout, dans la mangrove et tout. C'est-à-dire, je pense qu'il faudrait peut-être amener nos élus ou les gens qui font les routes, je sais pas, dans les marécages pour voir quand l'eau monte, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Parce que j'ai l'impression en fait que quand on fait les routes, on nous explique oui, mais ce tuyau-là va prendre la masse d'eau. Si je vous amène à pas peut-être maintenant, mais sous mes terrains de famille à Morne-à-l'Eau, vous aurez vu la masse d'eau. Vous avez compris en fait qu'un petit tuyau là qu'on vous montre là, ça ne peut pas canaliser autant d'eau, c'est faux. Donc je pense qu'il faudrait aussi qu'on soit un peu plus réaliste à ce niveau-là. Pour... Voilà, c'est ça qu'ils aient sur le terrain. Après, je ne sais pas, voilà. Mais il y a quand même un manque de connaissance du terrain et un sous-dimensionnement des infrastructures. Ça, c'est clair, net et précis. Et je pense aussi que lorsqu'on fait une route, on peut aussi demander à nos aînés. Parce que moi, ma grand-mère m'a dit, avant de partir de chez elle, elle m'a dit, ah, ok, trouver de l'eau tel côté, tel côté, tel côté, tel côté. Et j'y vais, il y a de l'eau à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Donc, des réserves d'eau, des cuvettes d'eau finalement. Donc je pense qu'on devrait avoir ce réflexe-là. Et bon, après, est-ce qu'on a la possibilité de faire nos routes nous-mêmes? Non, ça revient au même discours. Mais je pense qu'on devrait avoir cette réflexion. Dernière chose, par contre, pour les Mornaliens, la pluie qui est tombée, c'était génial. Parce que comme on dit, crabe là, couru, donc les gens peuvent aller chercher leur crabe. Là, il a fait très chaud. Donc, le crabe est encore sorti, donc ceux qui habitent pas autant en Guadeloupe, le crabe court vraiment à Morne-à-l'Eau, donc allez-y. Et... Bon, ils n'ont pas essayé de trouver encore, mais allez-y quand même. Et voilà. Un mal bon, un bien. Un mal bon, bien pour certains en tout cas. Juste une chose, c'est que j'ai pu constater dans les endroits où ça a été fortement inondé, où des personnes ont carrément perdu leur maison, il y a souvent en tout cas des ponts qui sont faits par des particuliers qui justement entravent un peu le chemin de l'eau. Et je me dis, mais si tout le long, ce sont les particuliers eux-mêmes qui font leur propre pont et que ce n'est pas aux normes, ou que je ne sais X raison, comme ça fait des années que ça a été donné par la mairie et que la mairie malheureusement ne peut pas faire machine en arrière pour refaire ces ponts-là, ben, c'est normal qu'à chaque endroit, ben, l'eau se cumule, parce que là où ça a pris de la hauteur, il y a juste 2 petits tuyaux pour laisser l'eau passer. Et... Sous-dimensionnement des infrastructures et des équipements. C'est comme ça. Et ça a été fait par le particulier en question, même pas par la mairie. Après, je ne sais pas comment ça se passe, est-ce que c'est la mairie qui doit se charger de ça ou c'est le particulier lui-même pour avoir accès à sa maison pour faire ce genre de travaux. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un suivi ou une aide pour dire, bon monsieur, voilà... certes, c'est vous qui allez le faire, mais il faut absolument que vous repreniez le pont parce que vous entravez le passage de l'eau et on ne serait pas dans cette situation où... En réalité, c'est pas qu'il n'y a pas... C'est la lenteur administrative, en fait. Mais on est en 2022. Ah, non. En fait, je comprends totalement ce que vous dites. On est peut-être en 2022, mais il y a des rouages qui fonctionnent depuis les années 1800. C'est-à-dire que on parle de technologie ce soir et en fait... On est à 3 vitesses, c'est-à-dire que la technologie, ça va vite, l'administration, on est en diligence. D'accord? Donc, vous voulez faire déplacer ça, il faut faire signer celui-là, il a oublié de faire pour la pile, celui-là. Je ne sais pas, vous avez vu les 12 travaux d'Hercule d'Astérix? Eh bien, c'est ça. Donc c'est ça. Il y a non, le temps administratif, le temps administratif, c'est pas que les gens ne veulent pas. On peut pas. En fait, on a souvent tendance à tout mettre sur le dos de l'État. Mais la question aussi, c'est de comprendre aussi les rouages qui ne peuvent pas changer comme ça. C'est pas un bon de sardine. Ça ne fait pas que changer. On peut pas faire non plus que tout dire oui, ça c'est pas bon parce que de votre point de vue à vous tout seul, vous pensez que ça peut aller vite. Moi aussi, je suis comme vous, je me dis ça pourrait aller plus vite. Seulement après, la machine administrative, l'état d'esprit, il y a tout un truc à peut-être revoir et machin qui fait qu'on ne peut pas faire comme ça. Donc nous, à notre niveau, comment on se réunit pour faire aussi ? Parce qu'on a 2 bras, 2 jambes. Quand est-ce que tu parles des ponts, mais les constructions en elles-mêmes sont anarchiques. Très souvent, on construit n'importe où, n'importe comment. Et on a posé cette problématique-là, ça fait des décennies quand même. On sait pertinemment, comme dit Mayembe, où il faut construire, où il ne faut pas construire.
les anciens, par rapport à l'observation, n'est-ce pas, science, la vraie science, ils ont observé, ils savent exactement, en temps d'intempérie, l'eau va monter à tel endroit, donc il ne faut pas construire ici, là, là et là. Mais maintenant, c'est vrai qu'on est un peu en mode anarchique, chacun fait ce qu'il veut. Après, il y a la lenteur administrative qui vient se greffer derrière ça, mais on a une responsabilité quand même. Quand on retrouve sa maison sous 3 mètres d'eau, on a peut-être fait un mauvais choix. C'est soit nous, on a fait un mauvais choix, soit en amont, peut-être que la municipalité ou que les collectivités ont comblé, ou peut-être qu'un business a ouvert et qui a déporté l'eau. Il n'y a que 2 choix. Soit tu as fait un mauvais choix stratégique, soit effectivement tu es tributaire de quelqu'un qui a comblé autre part. Mais dans tous les cas, l'eau ne monte pas comme ça par hasard. Exact. Non, mais on va pas aller dans ton sens, c'est que moi, je vois maintenant de plus en plus d'endroits, c'est par le particulier qui, je vais le dire en créole, mais il capote monnaie, c'est-à-dire, la dernière fois à Basse-les-Arts, enfin, à Arnouville, la palissade empêchait l'eau de passer, mais les gens pris de masse, ils ont pété la palissade pour pouvoir faire l'eau passer, en fait. Donc, malheureusement, on arrive à ce point-là, c'est-à-dire, après j'entends, Tu dis à Arnouville, mais en sortie de Destréland, quand tu vas en direction du Lamentin, il y avait eu un fleuve, justement, qui avait été là, et ils ont dû casser la glissière. Voilà, pour pouvoir. Donc, là, on se dit, mais finalement, des fois, c'est nous-mêmes, en fait, qui devons faire un certain nombre d'actions, même si, ok, même ça devient malheureux, mais je pense que ça empiète sur l'état de l'habitat en Guadeloupe, ça empiète sur l'administration, ça empiète sur la gestion de l'habitat. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir, mais je pense qu'on devrait, encore une fois, revenir à nos bases, revenir à nous-mêmes. On sait où l'eau monte, on sait comment ça fonctionne. Et c'est pas un ingénieur. Oui, l'ingénieur, d'accord, très bien. Mais l'eau monte. L'ingénieur peut dire ce qu'il veut. L'eau monte, ta voiture, elle partira. Donc après, je pense qu'il faut qu'on soit aussi réaliste et que lorsqu'il y a des débats publics, lorsqu'on va faire une construction, demander à la population comment ça se passe, parce qu'il y a des constructions qui sont faites, même près de chez ma mère. Je ne demande pas aux anciens. Juste une parenthèse. Pendant qu'ils creusaient ou qu'ils faisaient les travaux, l'eau a jailli du sol et l'eau est arrivée. Je dis aux gars, mais là, il y a un lac, il y a une mare, il y a quelque chose là. Il y a une source, on ne peut pas construire là. Je me dis, oh non, t'inquiète. On va combler. Et donc, 6 semaines après, une pluie est tombée. J'avais ma mère, je dis, écoute, sors de la maison parce que l'eau va monter. 10 minutes après, l'eau montait déjà. Tu vois, donc c'est ça en fin de compte. Donc on devrait plus savoir cette relation et ne pas se dire que... On n'est pas tributaire. Même quand on a cette relation, c'est-à-dire que le rouage, il est bancal de toutes les façons. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que même si on regarde, on observe la nature. Là où mes parents habitent, ça fait plus de 30 ans qu'on est là. L'eau ne montait pas quand on a habité là. Sauf qu'il y a eu des comblages anarchiques. Ils ont comblé la mangrove. Un peu plus haut, quand vous montez dans les grands fonds, ils ont fait... L'autre, il a acheté le terrain, il a comblé. Ils ne s'occupent pas de savoir que plus bas, ça va. Donc, en fait, c'est revoir la cartographie carrément de la Guadeloupe, avoir des gens qui sont conscients et des ingénieurs, des personnes qui, techniquement, vont descendre sur le terrain. Ce qui ne se fait pas. Il n'y a pas de volonté. Les ingénieurs, c'est une chose. Enfin, je dis ingénieurs ou peuple. Voilà. Qui? Les techniciens, essentiels. Exact. Effectivement, ils doivent... Les décisionnaires, en fait. Voilà. Ils vont mettre en œuvre et tout machin. C'est eux qui vont faire les grands calculs et tout l'aspect intellectuel. Mais techniquement, on ne devrait pas construire sans demander aux anciens. Parce que même si effectivement il n'y a pas eu d'intempéries pendant 70 ans, on va dire, peut-être qu'à 80 ans, le niveau est monté à tel endroit où il n'avait pas l'habitude de monter, mais on a une mémoire vivante qui était là, qui a vu et qui pourra dire « Ah non, là, en temps d'intempéries vraiment sévères, là, on ne peut pas construire là, on ne peut pas construire là, on ne peut pas construire là. » Mais on ne demande plus. On fait que regarder, on fait 2-3 prélèvements de sol, on regarde 2-3 cartes, on regarde si voilà. Et après, en fonction, tu montes, tu fais une montagne de tuf et tu as construit. Mais moi, ça reste l'empreinte humaine, en fait, qui nous mène à des inondations pareilles. C'est pas la nature qui est plus fâchée que d'habitude, enfin, selon mon point de vue. C'est surtout qu'en général, les gens n'ont pas envie de faire des études pour pouvoir s'assurer que l'eau passe et ils construisent parce que faire une étude, ça coûte de l'argent. Aussi. Ils n'ont pas envie d'investir les moyens, ils n'ont pas forcément envie de voir des autres. Par exemple, moi, je prends pas de chez moi où j'ai un voisin qui est en train de construire et il a bouché littéralement la sortie d'eau. Donc moi, je tiens à dire que si jamais l'eau de chez moi, je t'assure que le mur, il va disparaître, hein, ça c'est sûr. Mais clairement. Voilà, quoi, il a bouché, on l'a prévenu que ça parce que nous, par exemple, on a dû faire des démarches pour demander à la mairie de creuser un tunnel pour nous parce que ça inondait chez nous à chaque fois. Donc ça a quand même pris
presque 1 an pour qu'ils puissent faire les travaux. Administration, ça prend énormément de temps. Et effectivement, avant qu'ils le fassent, ben, moi, je me levais le matin, il pleuvait, ben, j'avais les pieds dans l'eau. C'était pas une sensation très agréable. Après, si on veut construire et combler, le seul truc à faire, ce serait peut-être on devrait surdimensionner, au lieu de tout le temps sous-dimensionner les équipements, les surdimensionner, comme ça on sait qu'on a une longueur d'avance, et que si effectivement on comble à tel endroit, l'eau va continuer à s'écouler. Mais sincèrement, les calculs ne semblent pas bons. Mais après il faut regarder on peut regarder la chose comme ça aussi. On peut se dire que, par exemple, si on regarde les cartes topographiques, donc c'est les cartes qui répertorient les différents niveaux et structures, etc., tu vois que la plupart des zones qui sont habitables, ce sont des zones qui sont à même pas, je sais pas moi, par rapport au niveau de la mer, ils ne sont pas à 20 mètres, d'accord ? Parce que à ce moment-là, au moment où les constructions ont commencé, c'était plus simple de construire là. Et là, les Bastériens étaient contents à ce moment-là, vendredi. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas vu une goutte d'eau, entre guillemets, à leurs pieds. Mais peut-être que l'idée aurait été de commencer à construire dans ces zones-là, puisque toi, tu disais tout à l'heure... Tu vas peut-être déporter le problème. Moi, ce que je dis... Non, parce qu'en fait, Harold, contrairement à ce que... Moi, je ne suis pas spécialement d'accord avec le fait que la nature ne se fâche pas plus. Parce que toi-même, tu sais que... il y a plusieurs icebergs qui sont en train de fondre. Oui, je veux te dire, ok, on va dire que la pluviométrie va augmenter. Ok, on peut dire ça. Ok, on peut dire que de temps en temps, le vent va souffler plus fort, on aura des rafales à 400 à 500 km/h et elles vont coucher des poteaux. Donc, moi, ce que je dis, c'est que, comme on le sait déjà, techniquement, tu dois avoir une vision, les politiques doivent avoir une vision futuriste, en fait. Tu vois pas sur 10, 20 ans, tu vois sur 50, 100 ans, normalement, quand tu fais un programme de ce type-là. Si on a l'écoulement qui est prévu pour ça, il n'y a pas de raison. Regardez ce qui s'est passé à la Dacha. Comme c'est sous-dimensionné, finalement, ça a pété. Et la plage, en fait, ça a balayé toute la plage au niveau de la douche. Parce qu'il y a un écoulement à ce niveau-là. Donc, quand tu sens effectivement que c'est sous-dimensionné, ce n'est pas là pour traiter des volumes d'eau conséquents. En vérité, c'est tout le réseau d'eau qu'il faut changer. C'est ça. Donc, on en vient à cette problématique. Donc, en fait, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit réseau d'eau à changer, ça dit budget. Réseau d'eau d'assainissement surtout. La mairie te dit, ou je ne sais pas qui te dit, mais il n'y a plus d'argent. Où est passé l'argent ? Personne ne sait. Le temps que tout le monde signe, etc. En vérité, on est... Pardon, non, j'allais le dire, mais voilà. Non. On pensera peut-être aux prochaines élections, mais moi... Oui, c'est sûr, non, clairement. Mais il ne faudra pas qu'on s'étonne. Moi, effectivement, je dis qu'il ne faut plus s'étonner de voir l'eau monter. Après, en termes de réactivité, on a des services préfectoraux qui sont un peu ralentis pour le coup. Mais effectivement, comme on n'arrive pas à régler le problème des infrastructures, il ne faut pas s'étonner. Moi, je dis, là, il ne faut plus s'étonner. Petit Pérou, quand je vois Petit Pérou qui est sous les eaux, moi, j'ai plus aucune surprise de voir Petit Pérou sous les eaux. Non, mais concrètement, parce que dès qu'il pleut, on sait pertinemment où l'eau va monter. Le Rézé, c'est une ancienne mangrove. On sait que quand il pleut beaucoup, l'eau va monter. Jarry, c'est un risque à courir aussi. Donc, je pose une question, parce que en fait, moi, je ne savais pas, je l'avoue. C'est ma grand-mère qui m'a raconté comment Pointe-à-Pitre était avant. Elle me dit, avant, pour entrer dans un magasin, comme nous on fait à Pointe-à-Pitre, il y avait des petits ponts et il y avait de l'eau qui fait. Exactement. Madame, avec votre âge. Non, c'est pas mon âge, j'ai pas connu ça non plus. D'accord, mais j'en ai entendu parler. Voilà. On dit en gros que Pointe-à-Pitre est construit sur l'eau. C'est ça. Et elle me dit, mais depuis que la pluie a tombé, l'eau a monté. Mais c'est tout à fait normal. Et après, elle m'a montré on a été voir quelqu'un qui a fait des photos et c'est exactement ça. Et je me suis dit, mais ils n'avaient pas prévu tout ça avant. Maintenant, si je vous montre une photo, même devant le RSMA et de la Guadeloupe, le rond-point là, le RSMA, tout ça, c'était vide. Il y avait plein de place. Il y avait de la place pour faire voie de bus, voie bicycle. Il y avait tout ça. Et je me dis, mais quand il fallait décider tout ça, ils étaient où ceux qui faisaient des plans sous 40 ans, 100 ans, 120 ans? Aujourd'hui, il était permis de réfléchir de cette manière-là. Il y a une certaine époque, il n'était pas permis de réfléchir de cette manière-là. Et que les décisionnaires d'avant prenaient des décisions très très loin là, et que les choses étaient impliquées. Donc, je ne vais pas faire un débat, mais je veux dire... en fait, là, vous êtes en train de traiter des petits bouts de machin. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est prendre le problème déjà à la source, l'élargir, regarder et voir qu'il y a certaines personnes qui peuvent faire des choses, d'autres qui ne peuvent pas faire des choses. Vous, à votre niveau, encore une fois, vous regardez, vous dites, je peux transformer ça comme ça. OK. Quand est-ce qu'on se met ensemble, on s'assoit autour d'une table, comme on a dit tout à l'heure, regarder les infrastructures, voir ce que nous, on peut faire ensemble,
D'accord? Se dire, parce que beaucoup de personnes disent, oui, il faut changer, il faut actionner, il faut machin, etc. Ok, actionnons, mettons-nous autour d'une table. En Guadeloupe, il y a des gens qui sont des forces vives. Vous, la jeunesse déjà, vous avez cette capacité aujourd'hui d'autocritique, parce que vous, sans sortir de la Guadeloupe, vous sortez de la Guadeloupe parce que vous allez voir ailleurs ce qui s'y passe, etc. Ce n'était pas le cas il y a quelques années en arrière où voilà, il n'y avait pas c'était pas si simple, d'accord? Donc, il y a des choses qui ont été construites. On voit les bâtiments qui ont été construits, ils sont là depuis 40 ans, 50 ans, etc. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre le problème avec un peu plus de hauteur et se dire quand est-ce qu'on se met ensemble. Ah non, on dit ça depuis des années. Et ce qu'on attend, en fait, c'est que... Ben, on attend. Et s'ils ont besoin de consulting, bon, on est là. À force d'attendre, il y en a plein qui vont mourir. Hein. Mais c'est ce qui est en train de se passer, puisqu'on a déploré des pertes aux abîmes il y a quelques années. C'était un peu dans les mêmes conditions. Tu parlais de pont, justement. C'était dans le cadre de traverser un pont. On a eu quand même plusieurs morts à ce moment-là. Là, je regarde sur un week-end, en quelques heures de pluie, on a déjà 2 morts. C'est quand même atroce de se retrouver enfermé dans un véhicule avec de l'eau qui monte et de mourir noyé dans son véhicule. Sincèrement, ça, c'est des choses qu'on souhaite à personne. Donc, effectivement, il devrait se mettre autour d'une table de façon à ce qu'on évite ce genre de situation, surtout sur une île où on sait que l'eau monte. Moi, c'est juste ça. On ne peut pas tout réparer tout de suite. L'administratif va prendre 50 ans avant qu'on refasse les canalisations, je veux bien. Mais en attendant... Mais, tu sais, je cherchais Et après, sur Internet la cartographie un peu de l'écoulement de l'eau sous la Grande Terre, parce que sur la Basse Terre, elle existe. Mais sous la Grande Terre, je n'ai rien trouvé. Et ça, je trouve ça dommage, parce que je suis sûr que beaucoup de personnes se rendraient compte que... Enfin, en tout cas, les gens qui viennent s'installer actuellement, que mieux vaut éviter, en tout cas, à partir de vigilance, de sortir de là. Je pense globalement que les gens s'en fichent parce que on sait. Moi, c'est ce qui m'embête, c'est qu'on sait très bien où l'eau monte ici, où l'eau ne monte pas. On sait. Et puis, je ne pense pas qu'il faille aussi tout le temps mettre des vigilances jaunes, jaune, vert, orange, caco, pour que les gens se rendent compte qu'il pleut. D'accord? Il pleut. De se rendre compte que depuis quelque temps, il y a des soucis et que quand il pleut, tu es au courant que les infrastructures sont comme ci, comme ça. Oh là, au calais. Ou bien que le niveau de vigilance soit bien adapté. C'est-à-dire que jeunes, bon, on sait qu'il y a un petit phénomène, mais bon, effectivement, on peut continuer à sortir. Mais ils attendent beaucoup aussi pour déclencher les alertes rouges, puisque l'alerte rouge, c'est vous restez chez vous. La météo n'est pas une science exacte, monsieur. N'est pas une science exacte, mais ils savent. Moi, j'ai des applications quand même qui sont extrêmement précises. Si moi, j'ai ce genre d'application, Météo France les a. Donc, on sait à peu près où les volumes d'eau vont être déversés. Ils le savent. Il y a des prédictions pour ça. C'est de plus en plus précis, c'est de plus en plus affiné. On n'est pas la première année non plus. Je ne dis pas que je suis contre ce que vous dites. Hein. Ils ont leur part de responsabilité, mais je dis l'humain. C'est pas la première année qu'on a vigilant jaune, vert et toutes les couleurs. On est d'accord. D'accord. La personne, on lui dit ne sors pas. Elle sort. On lui dit faites attention, l'eau va monter. Et là, il y a. Non, attendez, je termine. C'est ça. Oui, mais. Voilà. Alors oui, mais oui. Comme je dis, il y a des problèmes. Comme je dis, je ne remets pas en question. Il a raison, il y a des problèmes d'infrastructure. Mais on ne va pas les résoudre d'aujourd'hui pour demain. Donc des voitures, je préfère perdre 50 voitures plutôt que de perdre une vie humaine. Clairement. D'accord ? Donc les gens en eux-mêmes aussi, il faut qu'ils se responsabilisent. Je vois des personnes qui essaient de franchir des courants d'eau parce que leur voiture, ils ont un 4x4. C'est aussi inconscient. Faut pas tout. Oui, le comportement humain. Il faut mesurer les choses de chaque côté. La personne qui est morte, si je me rappelle bien, c'est quelqu'un près du Creps et il est tombé dans le canal à côté du parking en essayant de la déplacer. C'est des choses qui arrivent malheureusement. C'est effectivement. Mais là, pour les services publics, moi je pense qu'ils sont gênés sur l'alerte à 4h du matin, parce que les volumes qui étaient déjà tombés pendant la nuit étaient déjà vraiment conséquents. Et donc, je ne dis pas qu'on aurait pu anticiper les accidents qui sont arrivés. Mais quand tu mets l'alerte adéquate, au moins là, ils peuvent dire effectivement c'est de la responsabilité de la population qui n'a pas suivi les règles et qui a décidé de sortir malgré tout. Mais là, ce n'est pas le cas. Alerte à 4h du matin, moi je vous dis, ils sont gênés. Je pense vraiment qu'ils sont très gênés. On se quitte pour une page de pub et on revient avec nos invités en plateau. Notamment avec notre invitée Isabelle Lavéry, qui est ingénieure électronique, je le rappelle, chef d'entreprise et membre du Blue Lion. Exact. Pourquoi vous vous êtes orienté justement dans ce domaine? Dans l'électronique. Ouh là là. Déjà, c'était il y a combien de temps à peu près?
Ouh là là. Bon, après, si vous voulez pas répondre, bon. Non, j'ai pas de souci avec ça. Ben, écoutez, je pense que dès le collège, j'étais déjà intéressée par tout ce qui était différent en vérité. Je pense que c'est un peu mon côté, peut-être contradiction, ou je sais pas. J'étais intéressée par tout ce qui avait attrait à la technique. Donc, dès le collège. Ensuite, donc, il y a eu les cours de MT à l'époque. De quoi? Je sais plus comment c'est, éducation, je sais plus quoi, technologique. Ensuite, ben, j'ai fait une seconde technologique. De la seconde technologique, ben, après, ça a été un choix entre être architecte ou électronique. Ben, c'est parti vers l'électronique. Et ensuite, j'ai fait... Ça a été la première classe d'électronique, l'une des premières classes d'électronique à l'époque. Et on n'était que 3 filles. Et c'est vrai que je ne me sentais pas déjà très à l'aise, je dirais, avec la jante féminine. Je préférais faire ce que je faisais, en vérité. Voilà. Non, c'est pas question d'homme que c'est mieux, c'est que... Bon, bref, il n'y a pas de raison particulière. Donc, en vérité, j'étais très attirée par ce monde-là parce que je trouvais ça excitant, tout simplement. Et donc, j'ai passé mon bac, j'ai fait un BTS, j'ai fait une maths P, j'ai fait mes études d'ingénieur. Et comme je voulais pousser un peu le bouchon à avoir une spécificité qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont cette spécificité, donc je suis devenue ingénieure acoustique en sous-marine. Donc voilà, c'est ça ma spécialité. J'étais capable de pouvoir travailler en sous-marin, dans un sous-marin, et particulièrement à l'écoute, etc. Sauf que quand j'ai eu mon diplôme, le gouvernement a fait ce qu'on appelle un désarmement. Et donc les sociétés qui, à Thomson et à Brest, Thomson, dans le sud de la France et à Brest, menaçaient de désembaucher, donc je n'allais pas m'orienter là. Donc, du coup, je suis partie faire des télécommunications, mais toujours dans les antennes et toujours dans l'électronique parce que j'ai toujours essayé de choisir ce que je veux faire. Et donc voilà. Et puis, les choses allant, j'aime voyager aussi. En vérité, j'aime voir. J'aime découvrir. J'aime beaucoup voyager. Et donc, du coup, j'ai beaucoup voyagé. Et travailler pour un patron, c'est pas votre truc. C'est vrai que c'est pas mon truc, c'est que ça réduisait assez. Et les choses ont fait, la vie a fait que j'ai eu l'opportunité de m'en aller. Et je suis partie, j'ai beaucoup voyagé, le Brésil, le Venezuela, la Russie, la Chine, etc. Et je suis revenue il y a quelques années en Guadeloupe. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des opinions sur certaines choses et de toujours être curieuse de la vie, en vérité. Il faut. Voilà. Il faut. On sent que vous voulez justement devenir acteur ici en Guadeloupe en termes de démocratisation, vulgarisation de certains domaines, dont effectivement les crypto-monnaies et les NFT. Vous organisez donc le 7 mai prochain le Crypto NFT Show. La Guadeloupe est dans la place. Et donc, parlez-nous de cet événement déjà. En fait, avec notre association, on s'est orienté vers les métiers d'Internet, en fait, pour permettre aux personnes d'avoir une alternative. Le fait d'avoir beaucoup voyagé, mes partenaires de route et moi-même, on a pu constater qu'à part la France, où il y a beaucoup de personnes qui pensent encore faire carrière pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans au même poste, que les gens ne se rendaient pas compte qu'à un moment ou un autre, ça allait changer. Et dans d'autres pays, les gens ont 2, 3, 4, 5 professions. Donc, même avec ce qui nous est arrivé récemment, c'est-à-dire la pandémie, on constate qu'avoir une alternative doit être envisageable. Et aujourd'hui, ce monde parallèle, la toile, nous permet justement de pouvoir aborder une vie parallèle en restant chez nous, en évitant que notre jeunesse peut-être parte. Et parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer sur l'île. On n'a plus besoin de s'exporter, on n'a plus besoin d'avoir cette déchirure nécessairement familiale, et qu'on peut faire des choses grâce à ce monde technologique. Donc,
on est vraiment positionné sur les marchés de nouvelles tendances. On a été très en observation, et particulièrement l'intervenant qui va parler samedi, Monsieur Patrice Lubineau, qui aujourd'hui habite à l'étranger. C'est quelqu'un qui est ingénieur aussi, qui a une technicité qui est forte, je dirais, puisqu'il a su se positionner, il étudie, c'est un bourreau de travail quand il veut acquérir une performance. Et sa particularité, c'est sa manière d'enseigner. D'accord? Donc, quel que soit l'endroit où il a pu passer, lui il y aura probablement aussi son partenaire d'affaires, monsieur Sidemé, qui sera avec lui. Mais particulièrement, lui, il va s'atteler et il a cette capacité à le faire, à transmettre de manière très simple. Et c'est l'objectif un peu du Crypto NFT Show, décrypter ce monde technique, entre guillemets, le rendre simple, le rendre accessible à tous et aussi offrir une vision aux gens, une possibilité aux gens avec les plateformes, évidemment, avec lesquelles nous travaillons. Donc, je ne sais pas, vous avez probablement entendu parler de Decentraland, vous avez entendu parler d'Axie Infinity, qui sont des plateformes de ce qu'on appelle du Play to Earn. Ah non, donc, jouer pour gagner. D'accord, c'est passé sur France 2. Enfin, on en parle pas mal en métropole. Mes filles qui sont là-bas, qui font des études qui n'ont rien à voir, elles me disent, maman, on est fatigué avec les NFT, tout le monde veut se mettre sur les NFT. Et nous, on n'y comprend rien. Et c'est là où on en vient, en fait. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui est hyper connectée. Et à contrario, on a quand même 15% de la population adolescente qui est complètement dans l'électronisme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 10, peut-être 15, 20 ans, ce seront des adultes qui seront en fracture. Ils seront en fracture, pourquoi? Parce qu'en fait, le monde va vers une technologie. Le gouvernement qui a été élu là, peu importe, moi je ne suis pas là pour parler de politique et à la limite, je pense qu'on est capable de faire des choses aussi. Donc, à vouloir attendre enfin bref, je ne vais pas parler de ça là. Donc, aujourd'hui, il n'en de... Comment on peut dire ça? Il n'en est pas moins le fait que cette personne-là, de par sa jeunesse probablement, et je remercie pour ça, parce qu'il me semble que rien n'arrive par hasard, au moins pour ça, il a un projet sur le métavers, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une plateforme technologique où les gens pourront se déplacer, où il y aura une nouvelle force, une nouvelle manière de travailler, d'accord, qui est là et qui est présente. Oui, mais sur l'aspect technologique, le progrès, c'est génial. Oui. Les avancées technologiques, c'est super. Oui. Mais moi, j'ai tendance à dire que, par exemple, Internet, oui. C'est des gènes technologiques qu'on n'a pas encore digérés. C'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment encore utiliser. Et là, on passe sur de nouvelles technologies. Donc, on passe sur un univers qui sera complètement... digitalisé, effectivement. Ouais. Donc, virtuel, un monde complètement virtuel pour des esprits qui ne sont pas prêts. Qui vous a dit que les esprits n'étaient pas prêts? Parce qu'on n'a même pas encore digéré Internet. En vérité, monsieur, si vous regardez, ça va être l'un de mes sujets samedi avec les membres de mon association même. En fait, il faut rester en observation du monde. On a pris des millions d'années pour devenir ce qu'on est à peu près aujourd'hui. Ensuite, on a pris des centaines d'années pour voir apparaître la voiture. Ensuite, on a pris moins d'années pour voir apparaître la télévision. Après, on a pris encore moins d'années pour ceci ou pour cela. Il y a une volonté qui doit être commune, c'est-à-dire fermer les yeux et dire « non, je ne veux pas voir, c'est pas moi, je ne comprends rien », c'est une chose. L'évolution fait que les choses vont aller dans ce sens. Ni vous ni moi, il y a beaucoup de personnes qui ont dit « moi, je ne veux pas Internet ». Beaucoup de personnes ont dit « je ne veux pas Internet ». Donc, ils ont fermé la porte, comme ils ferment la porte aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le gouvernement est arrivé, il a dit « tu vas payer tes impôts par Internet ». Qui ça au café? On est 90 ans, on passe à payer tes... Ma mère, elle a 78 ans. 80 ans, pardon, hier. Je l'ai laissé bloquer à 78. Ma mère a eu 80 ans hier. Quand elle a commencé à me dire « oui, mais tu comprends », j'ai dit « oui, tu comprends qui ça ?» Je suis âgée. J'ai dit « pardon, tu es âgée d'où? Sur la carte d'identité, tu es âgée, mais ton cerveau, il marche. » Ok, donc on y va. Ma mère, elle a WhatsApp, elle a Facebook, elle appelle ses petits-enfants FaceTime.
Alors, Oui, mais je vous dis pas que c'est pas... maman a eu le temps de préparer son esprit à tout ça. Non, elle n'a pas préparé, parce que justement, j'ai assisté... Mais elle a un vécu, elle n'a pas commencé Internet à 10 ans, ça n'a rien à voir. Pardon? Un enfant de 10 ans n'a pas le même vécu qu'une femme de 60 ans, de 70 ans, ça n'a strictement rien à voir. Donc la perception de l'objet sera complètement différente, totalement, et l'utilité aussi. Mais même moi, d'accord, du haut de mon grand âge... Qui m'a dit que j'étais une grand-mère tout à l'heure. C'est pas vrai. Non, je rigole. Ah, papa boule. Vous allez dire vos affaires toute seule. Vous êtes vous-même traité de grand-mère. Et qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Il dit d'un certain âge, je pensais que vous avez vu plus de... Pascal Béer. Dis pas ça aux dames. Non, on va dire ça, on va dire ça. En vérité, ce que je vais vous faire comprendre ici, oui, il y aura toujours fracture. Quand il y a eu l'invention de la voiture, d'accord, vous avez vu la fracture qu'il y a eu entre les gens qui avaient leur diligence à cheval, etc. Internet et les objets comme ça n'a rien à voir. Monsieur, quand vous regardez les histoires, quand vous joue sur la psychologie des gens. C'est complètement différent. On a des algorithmes qui nous étudient matin, midi et soir pour correspondre à nos pseudo-besoins. Oui, là, je vois par exemple... C'est justement pour ça que le Web 3 va arriver, excusez-moi de vous interrompre, d'accord? Parce qu'on sait qu'on est parti dans une vitesse, ok? On a découvert une technologie. C'est comme quand vous découvrez le pétrole et que vous vous rendez compte que ça peut faire ça, ça peut faire ça. Donc, tous, il y a du pétrole. Et donc, en fait, ça devient excitant. Ben, maintenant, on fait marche arrière. Mais je vous dirais que c'est la nature humaine dans son état pur de création, etc. Il y aura toujours ça. Mais ce que je déplore quelque part aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment dire, vous dire ça? Voilà. Les gens sont dans un attentisme, et c'est dans tout, c'est pas seulement dans l'Internet. Vous dites aux gens, viens, viens découvrir quelque chose. Oh non, tu sais, j'ai pas envie. OK? Ah ouais, mais tu sais, il y a une espèce de... Oui, vas-y, pardon. Excuse-moi. En fait, il y a un ami qui me dit, est-ce que ça t'intéresse de faire un voyage au Japon? Je lui ai dit oui, carrément. Parce qu'il m'a dit que avec 3 000 €, tu peux aller au Japon. Tu vois. Mais il y a des gens, tu vas leur dire, ouais, allons au Japon pour 3 000 €. Ils vont te dire, non, t'es un malade, toi. Moi, j'ai pas tout ça d'argent à dépenser. Mais ils vont t'acheter 3 iPhones en moins de 2 mois. À 1 000 € pièce en moins de 3 mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, voilà. En fait, oui, vas-y. L'idée, en fait, ce serait de... Même si on peut avoir une aversion ou quoi que ce soit, au moins de comprendre comment l'outil fonctionne pour ne pas être paumé si jamais, à tout jamais, on aurait, je sais pas, un projet ou une alternative qui pourrait justement se relier avec cela, en fait. Voilà, s'autoriser à comprendre, s'autoriser à faire la démarche. Et aujourd'hui, on n'est pas... vous savez, encore une fois, je dis, on a beaucoup voyagé, mais partout où je suis passée, je suis restée guadeloupéenne. Quand je travaillais pendant des années, on m'a dit, oui, ton accent, etc. J'ai tenu à garder mon ouais. On me faisait tuer ouais. Je regardais mon ouais. Parce que j'aime mon ouais. Donc aujourd'hui, on n'est pas que comment dire, que bon pour certaines spécificités. Je pense que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un échange. Et je pense que vu ce qui arrive samedi, on a des Guadeloupéens qui viennent, ils ont eu l'audace d'y croire, ils ont étudié pour ça, ils ont des résultats pour ça. Et moi, j'inviterais vraiment la population à se déplacer, au moins venir voir ce que ça peut être. Sur l'apprentissage, il faut qu'on ait conscience, et c'est pour ça que je vous dis, moi je pense qu'on devrait mieux digérer nos outils technologiques avant peut-être de franchir beaucoup de caps, puisque comme vous le dites, notre avancée technologique est en train de s'accélérer et on n'a pas le temps de digérer des technologies, qu'on a déjà de nouvelles technologies qui sont à disposition et dont on n'a pas la maîtrise en fait. Internet, on va découvrir les effets d'Internet dans des décennies. C'est pour ça que le Crypto NFT Show, quelque part, ça va pas faire... C'est juste 1h30 où on va décrypter, écrypter. Quand je dis décrypter, écrypter, c'est-à-dire rendre simple pour la compréhension des mots, d'accord? Donner la vision et offrir la possibilité aux gens de découvrir d'autres plateformes, ce qu'on peut en faire. D'accord? Et s'il y a des personnes qui sont intéressées, aussi bien les chefs d'entreprise que les particuliers, c'est gratuit, c'est un événement qui est totalement gratuit. C'est un touch,
un petit caillou lancé à la mer, d'accord, pour dire aux gens, ben voilà, on est là, on est capable de le faire. Il y a des jeunes sur le plateau, je suis super contente de les rencontrer, technologie, etc. Ils ne sont pas en France, ils sont en Guadeloupe, je suis super contente de savoir ça. On est très contents. Voilà, voilà. Non, mais vraiment, j'aimerais vraiment les connaître davantage. Et si vous deviez leur expliquer, ils savent à peu près, mais expliquer ce qu'est la crypto-monnaie, par exemple. Alors, là, oui, allez-y, vas-y. Vas-y. Ah non, je veux son explication et après, et après on la confronte. Vous me confrontez, oui. Ah oui. On va confronter, complémenter, peu importe. Oui, aïe. Alors, Il vous écoute. La crypto-monnaie. Alors, la crypto-monnaie, c'est un système qui est décentralisé contre un système qui est centralisé. Alors, quand on dit ça aux gens, c'est la grande brasse coulée. Donc, on va supposer que... Comment tu t'appelles? Daryl et la Banque centrale. Comment tu t'appelles? Miguel. Miguel et le Crédit Agricole. Monsieur... Mayembe, c'est quel Oui, banque? là, à côté de moi. Mayembe et la Brand et tout petit aux lunettes. Il est... Anthony. Et, je ne sais pas, la Caisse d'épargne. D'accord? Tous ces banques-là vont avoir un seul référent. Ce sera la Banque centrale. Donc, quelles que soient les décisions qu'ils vont prendre, qui sont des décisions d'écriture, je dis ça vraiment en étant le plus light possible, hein, je ne rentre pas dans la technicité, voilà, transfert d'argent, etc. Tout va être géré par la Banque centrale. Donc, si quelqu'un vient et donne un coup de boum à la Banque centrale, plus de Banque centrale, tout le monde est perdu, tout le monde est un peu désorganisé. Si ce même chemin est toujours fait de la même façon, par un petit mec à capuche qui regarde le chemin, il y a possibilité de détournement. D'accord? Donc, beaucoup de personnes font confiance au tiers de confiance parce qu'il est là depuis longtemps. Donc, on fait confiance à ce tiers de confiance. C'est ce qu'on appelle un tiers de confiance. Il est le référent. Il enregistre toutes les informations. Donc, chez lui, il y a un gros livre de registre. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un système centralisé. Un système décentralisé, il n'y a plus de référents, il n'y a plus vraiment de banque, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus d'êtres humains, en vérité, qui viennent mettre son nez au milieu de l'affaire. Une fois que c'est programmé par des êtres humains quand même, d'accord, que c'est lancé, c'est programmé pour une durée, une production limitée, d'accord. Donc, du coup, si on fait 1 milliard de pièces, on n'en fera pas 1 milliard 1, ok? Et c'est chacun d'entre nous, en fait, qui devenons quelque part une banque centrale, puisque l'information qui sera échangée entre les personnes, si Anthony et moi, Anthony veut m'envoyer de l'argent, je vais envoyer de l'argent à Anthony, cette transaction doit être validée par ce qu'on appelle un système de blockchain. Donc, ce sont des petits blocs comme des carulis, d'accord, mis l'un derrière l'autre. Et chaque petit siège, il y a une petite clé qui va comporter les informations de tous. Et quand on va s'échanger, toutes les personnes qui sont dans cette table connectées à un ordinateur vont avoir l'information. Donc, ça va être crypté et ça va être sécurisé davantage que par un système centralisé. Voilà. Moi, j'ai compris. J'ai essayé d'être simple. L'explication qu'elle a donnée est vraiment très bonne. Comme elle disait, effectivement, dans la banque normale, c'est la banque européenne qui s'occupe de gérer toutes les transactions. Donc, dès qu'il y a une transaction, c'est la banque qui gère. Et dans les crypto-monnaies, c'est en gros, on a des personnes qui veulent faire un transfert. On a un autre groupe de personnes qui vont prêter leur machine pour justement vérifier les transactions. Et le but, c'est que s'il y a plein de machines qui vérifient la même transaction, on est sûr et certain qu'il n'y a pas eu de problème. Et justement, ceux qui vérifient la transaction, on les appelle les mineurs et on justement gagne une petite part du transfert qui a été fait, etc. Et justement, le très avantage qu'il y a avec ça, c'est que chaque transaction qui est faite est dans une base de données, voilà, sur la base de la blockchain. Donc, c'est une énorme base de données que tout le monde peut voir. Tout le monde peut voir toutes les transactions qu'il y a. C'est ça la base de la blockchain, c'est que tout le monde peut la voir. Donc, on sait où va l'argent, qu'est-ce que fait l'argent avec ça et qui ça circule. Il n'y a pas des noms-clés, il y a juste des numéros de compte, etc. Mais on sait qu'est-ce que c'est l'argent et surtout, on est capable de savoir que depuis la création d'une crypto-monnaie, par exemple d'un Bitcoin qu'on va créer, on sait depuis sa création vers qui elle est allée, qui elle a été transférée exactement. Et du coup, justement, il est impossible de détourner de l'argent avec des cryptos parce qu'on peut retrouver les gens. Car tout est en clair. Pour clôturer, on a fini.
C'est fini. Non, mais je dirais tout simplement aux gens de ne pas se braquer quand on leur parle de crypto-monnaie, de NFT, quand on leur parle de business. Je ne suis pas en train de leur dire d'aller et de signer un papier si on leur demande de signer un papier, mais ça ne vous coûte rien d'aller voir, la présentation, au moins pour comprendre et savoir que ça existe et ça n'engage rien. Et qu'il y a des possibilités. Voilà. En fait, Découverte. Je n'ai pas Oui, posé de Dragan, questions sur le moment, mais est-ce que là-bas, il y aura des interrogations sur le plan écologique de la crypto, NFT, etc., la répercussion que ça a sur justement l'environnement, la planète Alors, on ne va pas faire aussi large parce qu'on n'en aura pas le temps. Nous, on va vraiment orienter sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut en faire et quelles sont les plateformes qu'on peut utiliser pour changer de manière positive l'économie de certaines personnes. Voilà. C'est vraiment pour les aider à prendre le coche comme de la crypto, puisque ça va devenir une solution de paiement qui va prendre de plus en plus de place dans les années à venir. On l'a bien senti avec certains États africains qui passent en 100% crypto. Donc oui, ça va bouger. Sachant que, encore une fois, juste avant la pandémie, il faut savoir que notre gouvernement était déjà sur le point de poser un projet pour l'Europe. La France est vraiment cette fois-ci ne veut pas être en retard là. Et donc, c'est dans l'air du temps. Il faut venir voir ce qui se passe. La Guadeloupe n'est pas une terre seulement de champions, on peut faire quelque chose ensemble. On peut proposer aux gens des solutions alternatives. Venez, c'est samedi à 20h. À la salle Bouliki, à la salle Rousseau, à Bouliki, aux Abîmes, d'accord. L'infoline est à l'écran, donc 13 17 78. Et c'est un portable, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est un samedi soir. Donc voilà, faites de votre 7 mai quelque chose d'explosif, tout simplement. Merci beaucoup en tout cas. Il n'y a pas de souci. D'avoir participé à ce débat. On se retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va jouer à un jeu de société local, Font l'Esprit Coco. On se fera une petite partie entre nous. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.